Oui, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette deuxième table ronde de la journée. Je suis très heureuse d'être avec vous et avec nos invités de cette table ronde. Vous allez voir, ça va être passionnant. Quand on a préparé cette table ronde, on a eu beaucoup de mal à se dire sur quoi on va parler parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, on va voir en une heure comment on arrive à synthétiser peut-être tous les messages qu'on a envie de faire passer. Donc je m'appelle Loane, moi je travaille chez Make Sense dans l'association Make Sense où j'accompagne des dirigeants et dirigeantes d'associations et d'entreprises sociales sur les sujets de santé mentale. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous quatre belles personnes qui vont nous parler de leur quotidien. Donc on a Mélusine Harley, directrice de la prévention chez Vive MGEN. Bonjour Mélusine. Bonjour. Nous avons Dominique Semeraro, directrice nationale de la sécurité santé au travail en MSA. Bonjour. Bonjour Dominique. Nous avons Thibaut Damy, cardiologue et fondateur du projet Survivant. Bonjour Loane. Et Jérémy Doutreling, DA et DRH de la Fondation Falleret. Bonjour, enchanté. Enchanté. Eh bien, le thème de cette table ronde, c'est métier de conviction, métier sous pression, les deux faces d'une même médaille. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est sur des métiers qui sont au service de l'intérêt général, des métiers souvent qui sont des métiers de conviction, des métiers d'engagement. On va pas, c'est pas une grande nouvelle, ce sont des métiers aujourd'hui qui sont sous pression. Et donc là, on va avoir une chouette discussion pour peut-être essayer d'identifier des spécificités sur les différents secteurs dont on va parler. Et puis voir ensemble quelles pourraient être des choses qu'on peut mettre en place, peut-être à l'échelle individuelle si parmi vous, vous travaillez dans ces secteurs. Et puis plus globalement aussi collectivement, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener de la transformation. Et donc dans les métiers qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler du milieu agricole. On va parler de la fonction publique, on va parler de l'éducation nationale, on va parler du médico-social, on va parler aussi du métier de soignant, infirmier, hospitalier. Donc autant vous dire un beau programme. Et peut-être pour introduire ces éléments-là, on a dans notre discussion listé un peu quelques éléments qui sont communs à ces différents métiers. Et qui sont des facteurs de risque en termes de santé mentale pour les personnes qui travaillent dans ces secteurs. Et le premier, c'est des risques qui sont liés à la nature même du travail. On a des métiers qui sont très en lien avec les conditions météorologiques, des métiers qui demandent de l'intensité, de la maintenance, de la présence, parfois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des métiers qui sont vraiment au service de l'humain, au service de la société. Et donc, il y a des risques inhérents à ces métiers. Je pense qu'on va pouvoir en parler un petit peu. On a aussi une implication émotionnelle et personnelle de toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs. Et ça a un impact. Ça a un impact psychologique, ça a un impact sur le quotidien, autant le quotidien professionnel que personnel. Donc, on va aussi en parler. La précarité aujourd'hui et l'instabilité qu'on peut retrouver dans ces milieux, ce n'est pas un secret et ça impacte beaucoup aussi. Et un sujet qui va peut-être être le premier sujet de transition pour les premières questions, qui touche à la notion du manque de valorisation, manque de reconnaissance. Aujourd'hui, c'est assez acquis que ce sont des métiers essentiels au fonctionnement de la société. Et pourtant, ce sont des métiers aujourd'hui qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur, ou en tout cas, la manière dont c'est reconnu n'est pas celle qui est nécessaire pour le bien-être et la santé et la sécurité au travail. Et donc j'en arrive à ma peut-être première partie de table ronde pour essayer de faire un focus sur une cause peut-être un peu sous-estimée en termes de santé mentale dans ces milieux, qui est l'attente et le regard des autres sur ces métiers. Et peut-être qu'on peut commencer sur le monde agricole avec Dominique et nous parler un peu de ces pressions. Alors, nos agriculteurs, nos salariés agricoles, nos exploitants font ce métier-là à 80%, nous disent-ils, par passion. Donc ce sont des métiers extrêmement difficiles avec des contraintes. Le vivant, c'est 24-24, 7 jours sur 7, avec parfois des aléas climatiques, etc. Donc ils sont très investis et ils y trouvent leur compte dans la qualité de leur travail, de leur production, des efforts qu'ils font pour avoir un élevage au top du top, pour avoir la meilleure qualité de lait, par exemple. Voilà. Et cependant, la société a un regard
plutôt négatif. Enfin, en tout cas, eux en souffrent parce qu'ils sentent une non-reconnaissance des efforts qu'ils font, parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence un petit peu dans la société. D'un côté, on veut de la qualité, un environnement acceptable, etc. Mais en revanche, ils se sentent agressés sur les conséquences, le contexte dans lequel ils sont amenés à produire. Je peux donner un exemple. L'exemple, c'est les néo-ruraux qui vont vivre dans le milieu agricole pour la qualité de vie qu'on a en lien avec la nature, en lien avec les animaux, etc., mais qui ne supportent pas le bruit du tracteur, qui ne supportent pas les cloches de l'église du coin le matin, le coq qui chante, etc. Donc ça, c'est pas grand-chose, mais ils sont agressés. Donc il y a aussi beaucoup de lobbies qui ont leur raison d'être, évidemment, sur l'écologie, sur le bien-être animal, etc. Il faut que vous sachiez que les agriculteurs aiment leurs animaux. J'ai vu le témoignage d'une éleveuse de chèvres qui fait, de chèvres qui fait du fromage. Toutes ces chèvres ont un nom. Ils ont un lien étroit, très étroit avec leurs animaux. Et évidemment, ils se conforment à tout ce que la société demande par rapport au bien-être animal, mais parfois avec des conséquences sur leur travail. Parce que pour assumer ces normes, eh bien, ça va alourdir leur travail aussi. Voilà. Donc, la prédation, par exemple, il y a ceux qui sont pour le loup, il y a ceux qui sont contre le loup, donc il peut y avoir des conflits dans les villages, etc. Bon, d'accord. Donc les agriculteurs font avec, mais quand ils sont attaqués par le loup, c'est pas le loup n'a pas attaqué leurs brebis, mais il les a attaqués eux-mêmes, parce qu'ils ont attaqué la profondeur enfin, ils font corps avec leurs animaux. Et on leur parle de bien-être animal, et d'un côté, il n'y a pas de problème si la brebis attaquée n'est pas forcément morte du premier coup. Donc elle va souffrir aussi. Voilà. Et donc pour concilier cette attente sociétale, par exemple sur la prédation, sur le loup, ou les ours. Donc, ils essayent de trouver des compromis, et donc en faisant venir, par exemple, des chiens de troupeau. Or, ces chiens de troupeau, ils sont là pour attaquer le loup, mais ils peuvent aussi attaquer le promeneur, le touriste, etc. Et donc, ça met une pression supplémentaire sur l'éleveur, parce que c'est lui qui est responsable de son chien quelque part. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est toutes ces crises agricoles. Alors évidemment, quand on est agriculteur, on est soumis aux aléas climatiques, mais c'est avec le changement climatique, tous ces aléas prennent beaucoup plus d'ampleur et se répètent. Donc on a eu récemment la DNCB, la dermatose nodulaire, voilà, qui a amené à la destruction des troupeaux. Donc, détruire le troupeau d'un agriculteur, évidemment, il y a une conséquence économique, mais il y a une conséquence beaucoup plus importante sur son être en lui-même, parce qu'il a mis toute son énergie pour avoir un troupeau de qualité, etc. Donc, voilà. L'équilibre est fragile. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois des besoins de consommation qui sont de plus en plus importants et une exigence sur la manière dont ça doit être réalisé. Je pense qu'on retrouve ça dans la fonction publique. Est-ce que Mélisine voulait en parler ? Avec plaisir. Donc effectivement, MGEN, c'est la première mutuelle aujourd'hui des agents de la fonction publique, puisqu'on couvre à la fois l'éducation nationale, mais aussi la culture, les juridictions administratives, donc par exemple le Conseil d'État. Donc on est vraiment très, très mobilisés. Pour nous, ce sujet de la santé mentale, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, ça fait maintenant depuis notre création qu'on a pris le sujet de la santé mentale avec des établissements de santé mentale particulièrement innovants. On a 11 établissements de santé mentale, et avec une stratégie de prévention, et je vais être là à ce titre-là, avec une stratégie de prévention en direction des agents de l'éducation nationale extrêmement volontariste. Mais on verra tout à l'heure qu'évidemment, c'est insuffisant, sinon on ne serait pas là tous aujourd'hui. Par rapport au regard de la société sur ces emplois, la difficulté qu'on a, effectivement, c'est notamment sur l'éducation nationale. C'est un peu comme si on avait eu de l'éducation nationale bashing ces 30 dernières années.
D'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur ce sujet-là, donc je l'ai vraiment suivi. On voit comment petit à petit, on nous a nourris dans les médias d'un rapport à l'éducation nationale qui est extrêmement négatif, où on nous donne toujours les rapports d'évaluation et on nous dit ce qui est négatif, on ne nous dit jamais ce qui est positif, où on nous parle de toutes les difficultés qu'il peut y avoir de harcèlement, etc., qui sont réelles, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas vraiment d'équilibre dans la manière dont on va parler de l'éducation nationale. Résultat des courses, aujourd'hui, on est dans un imaginaire où on pense que le privé est mieux que le public. Évidemment, pour les agents d'éducation nationale, pour les enseignants, ça doit être très compliqué. Donc il y a déjà ce premier sujet, effectivement, du regard médiatique, pour le coup, sur l'éducation nationale. Après, il y a une autre problématique, c'est qu'on a des parents qui sont très en demande d'une approche très personnalisée de l'éducation des enfants au sein de l'éducation nationale, là où l'éducation nationale, par définition, est là pour tirer vers le haut l'ensemble des élèves avec un programme commun, avec des enjeux communs, avec des compétences communes. Et donc, on voit déjà des tiraillements qui se mettent en place et qui, au quotidien, eh bien, se traduisent par des comportements, notamment des parents, voire même parfois des enfants, qui sont vraiment dans l'injonction en direction des enseignants, en direction des personnels d'établissements scolaires, là où on pourrait espérer que ces comportements relèvent plutôt du partenariat éducatif, de l'alliance éducative que l'éducation nationale cherche à mettre en place depuis plus de 20 ans également, et que de nombreuses, évidemment, associations de parents d'élèves essayent de mettre en place, avec les difficultés qu'on connaît liées aux perceptions, en fait, des parents sur le rôle de l'éducation nationale et ensuite aux difficultés que ça peut représenter d'un point de vue relationnel, notamment je pense à des je ne veux pas dire harcèlement, mais quand même on nous remonte un nombre très important de comportements de familles, de parents qui sont parfois dans la violence, dans l'injonction, d'ailleurs à tel point qu'on est en train de mettre en place un service de mise à l'abri pour les agents de l'éducation nationale. Donc on en est là aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment énormément de choses à faire, de solutions à trouver pour que les enseignants qui sont en première ligne, qui sont passionnés, comme les agriculteurs, sur des sujets évidemment très très différents, qui souvent sont rentrés dans ce métier-là parce qu'ils voulaient vraiment servir l'intérêt général, concourir au développement de la société et qui parfois se retrouvent dans des situations qui ne sont pas évidentes. Alors sur la vision du métier d'enseignant, il y a aussi le sujet de la vision politique, de la vision sociétale et des impacts que ça peut avoir aussi sur l'organisation du travail, sur les modes de fonctionnement interne. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Bon, le délégué interministériel en a parlé tout à l'heure. Il y a des très beaux programmes et on y reviendra, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit qu'il y a encore des freins internes à lever qui sont très complexes, malgré toutes les bonnes volontés. Si on prend les bonnes volontés une par une, enfin si on prend les acteurs un par un, on voit que les uns et les autres souhaitent travailler sur ce sujet de la santé mentale qui est majeur, qui est prégnant. Parmi nos 12 500 interventions chaque année en santé au travail, on a plus des 2/3 qui relèvent du sujet de la santé mentale et de la prévention des risques psychosociaux. C'est énorme. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de bonne volonté, mais il y a encore, je pense, beaucoup de pistes en termes de communication médiatique, en termes de perception à travailler et en termes d'actions très concrètes à mettre en place. Et ce que je trouve intéressant dans parfois cette binarité entre le métier d'accompagnement, de qualité, d'éducation qu'on aimerait faire et puis les moyens qui sont mis à disposition ou même les exigences, je trouve que ça me fait penser à ce qu'on se disait hier, Thibaut, sur le métier de médecin et normalement le métier de médecin qui est d'accompagner une personne et que là le métier se transformait en acte et prescription. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus sur ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas que le métier de médecin, hein, c'est le métier global du soignant qui comporte en fait tous les métiers de soignants, infirmières, aides-soignants et médecins. Donc moi, je suis cardiologue, je travaille à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, je suis professeur de cardiologie, donc je dirige des équipes. Et ce qu'on voit, en fait, l'évolution est claire, hein, c'est un hôpital qui devient une entreprise avec des financements qui sont liés aux actes, voilà, aux actes généralement interventionnels et thérapeutiques, et tout est guidé sur l'acte. Et donc le temps des soignants doit être consacré quasiment à l'acte, et le temps relationnel des soignants avec les patients ou du temps relationnel au sein d'une équipe est conçu ou prévu, on va dire, comme une perte de temps. Et donc, ça génère évidemment beaucoup de problèmes pour les soignants qui n'ont pas l'impression de faire leur métier correctement.
Il va de soi que l'augmentation du coût de la vie sans augmentation des financements des hôpitaux qui sont en grand déficit, donc ça s'accélère avec l'augmentation du coût de la vie récent. Et donc les hôpitaux sont voués au déficit et donc sont voués à cette réduction de temps. Alors l'impact sur les soignants, il est majeur, évidemment, sur le fait de ne pas pouvoir faire son travail correctement. Et pour vous prendre un exemple, ce que je porte avec un collectif qui s'appelle Les Survivants, c'est l'impact émotionnel de la mort. C'est pour vous sublimer en fait ce que l'on vit en fait en tant que soignant sur la souffrance des patients et la mort des patients et l'accompagnement des familles, mais qui se répercute sur vous tous évidemment, parce que soignants mal formés, épuisés, qui n'ont pas le temps, on parle de santé mentale, mais de santé tout court, c'est vous qui en subissez les conséquences. Alors la mort, évidemment, c'est un tabou dans notre société française. Ça a un impact émotionnel sur les soignants qui est majeur de voir quelqu'un mourir, oui, parce que les soignants ne sont pas formés et dans toutes nos études, tout est tourné sur le patient et aucunement sur nous, sur notre santé mentale. Mais accompagner quelqu'un dans la mort, dans la fin de vie, dans la trajectoire de fin de vie, pour les soignants, ça a un impact émotionnel majeur. Voilà. Et donc, quand le patient va partir de manière aiguë ou chronique, il va y avoir de la culpabilité chez les soignants. Cette culpabilité n'est pas assumée, elle n'est pas partagée. Les soignants la visent de manière isolée parce qu'ils ne sont pas formés à partager ça. Ils n'ont plus le temps également de le partager. Et ça rajoute un poids très important pour les soignants en termes de culpabilité. Mais dans cette société où la mort est également un tabou, quand elle survient brutalement, il y a aussi beaucoup de violence de la part des familles qui n'ont pas été préparées, qui ne sont pas préparées par notre société en termes de, notre vie, on a de la finitude et on va mourir un jour. Et tout ça, en fait, ça se répercute à nouveau chez les soignants. La souffrance, bien sûr, de la maladie, etc. Mais voilà. Et donc, vous voyez comment ce cercle vicieux s'installe, alors que, clairement, personnellement, je suis convaincu qu'être soignant, c'est le plus beau métier du monde, quel qu'il soit, prendre soin de l'autre. On arrive à un système défaillant où, maintenant, les soignants se retrouvent acculés et particulièrement impactés, en fait, par ce qu'ils font. Ce qui explique tout simplement, par exemple, avec l'épidémie de Covid, vous savez ce qui s'est passé, plus de 25% des services, 25% des lits dans les services ont fermé faute de soignants qui ont déserté parce que ça devenait trop dur. Mais c'est ce qu'on vit en permanence. C'est ce qu'on vit en permanence. La mort, la souffrance, notre maladie. Est-ce qu'il y a un métier où on est plus en contact de la mort de l'humain? Alors agriculteur, la mort de l'animal évidemment, mais voilà, c'est un métier d'amour en fait. Et quand vous voyez votre prochain partir, voilà. Notre formation est faite sur aussi, c'est un défaut probablement, sur sauver, prescrire, et cette notion de sauver, voilà. Et donc la mort est aussi vécue comme un échec, ce qui n'est pas un échec en soi, puisque effectivement on va tous mourir. Donc il y a du travail à faire, et je crois que s'occuper de la santé mentale des soignants, c'est la responsabilité de tous. Parce que si les soignants ne vont pas bien, comment on va être pris en charge? Moi le premier, mais vous aussi. Et c'est donc évident, on a besoin de manger, on a besoin d'éducation nationale, mais on a également besoin de soignants. Voilà. Merci. C'est vrai que ça me fait penser à cette phrase de on a beaucoup prendre soin de l'alimentation, de l'éducation, de la santé. Et il y a la vraie question de qui prend soin de ceux et celles qui prennent soin. Et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus où on a l'impression qu'il y a cette injonction au sacrifice de soi quand on est dans des métiers qui sont au service des autres. Peut-être, Jérémy, vous avez envie d'en dire quelques mots? Oui, je suis Jérémy Doutreline, je suis le directeur général adjoint de la Fondation Falleret. Je voulais rebondir vraiment là-dessus. Ça veut dire que dans la préparation de ce temps, quand il faut présenter les métiers du médico-social, ce qui est ressorti tout de suite, c'est engagement. Engagement, vocation. On les a tous applaudis pendant la crise Covid. Et après, j'ai essayé de préparer un petit peu cette intervention. Donc, je suis ressorti les fiches de poste des salariés. Et ce qui est intéressant, ce qui ressort, dans les premiers, c'est marqué « prendre soin, prendre en charge, assister ». Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était le champ lexical, de la manutention psychique. En fait, c'était le port de charge, la charge mentale à ce moment-là. Ça a été marquant cette recherche, et je rebondis évidemment sur ce que vous dites, c'est-à-dire que l'enjeu va être de dire comment nous, on peut accompagner un soignant qui lui-même accompagne quelqu'un. Alors c'est encore plus vrai à la Fondation, puisqu'on s'occupe de personnes avec porteurs de troubles psychiques, donc du coup accompagnent un public fragile au quotidien.
Et du coup, ça va vraiment être le challenge. On va regarder un petit peu les solutions plus tard. Je ne vais pas spoiler, mais en tout cas, c'est vraiment l'enjeu majeur et le challenge, c'est de se dire comment on prend soin des personnes qui prennent soin. Et là, effectivement, on a dressé un tableau qui peut faire un peu peur, hein, parce que c'est des sujets importants, c'est des sujets qui sont extrêmement cruciaux pour qu'on puisse continuer à œuvrer pour des sociétés qui soient plus durables, plus inclusives, plus soignantes. Et heureusement, il y a quand même des choses qui existent et qui sont peut-être pas visibilisées quand on travaille pas dans ces secteurs. Donc là, on va poursuivre sur ça. Et peut-être, Dominique, quelques mots sur le dispositif Sentinelle que j'ai découvert en discutant avec vous et qui est assez incroyable. Oui, alors on a l'habitude à la MSA de ne pas travailler seul. Déjà, on travaille en guichet unique, c'est-à-dire que dans la MSA, on a plusieurs métiers. On a l'URSSAF, la retraite, les allocations familiales, la santé-sécurité au travail, les médecins conseils et des travailleurs sociaux. Donc depuis de nombreuses années, on a l'habitude de travailler en collaboration pour la prévention du mal-être et aussi pour la prévention, par exemple, de la désinsertion professionnelle. Donc c'est quelque chose qui existe déjà. Et en plus, on est engagé au niveau de la ruralité avec des partenaires dont fait partie Agrica, qui est une assurance agricole, je dirais, et qui nous accompagne et nous aide à mettre en place des actions au bénéfice de nos assurés, de nos adhérents. Et donc avec un soutien très fort financier, par exemple sur les sentinelles dont je vais vous parler, et un soutien financier aussi pour des appels à projets, pour agir sur le terrain avec des actions de sensibilisation auprès de nos adhérents agricoles et à la limite au niveau de tout l'environnement rural. Voilà. Donc, qu'est-ce que le dispositif Sentinelle ? Et donc, c'est parti du fait, et on l'a encore, malheureusement, c'est que, statistiquement parlant, il y a un surrisque de mortalité par suicide chez les agriculteurs extrêmement important, qui est de 47% pour les jeunes de moins de 65 ans et qui dépasse les 50% pour les personnes plus âgées. Et ces chiffres intéressent à la fois les salariés agricoles et les non-salariés agricoles. Donc, en 2011-2014, on a pris conscience de ça. Et donc, on a commencé à réfléchir au niveau de l'institution pour comment on peut faire. Et donc, on s'est dit, il faut déjà aller détecter les gens qui sont en difficulté et qui pourraient passer le cap, je dirais, malheureusement. Donc, c'est de là qu'est parti le dispositif Sentinelle. Dans un premier temps, c'était les élus MSA. Donc, nous, on a des élus sur tout le territoire, des élus au plus près des populations rurales, qui sont les élus cantonaux. Donc, on a formé, on a mis en place ce dispositif Sentinelle à ce niveau-là. Et donc, petit à petit, il s'est accru. Et donc là, actuellement, on a 35 MSA qui couvrent la totalité du secteur métropolitain. Et donc, toutes les MSA ont au moins eu une formation Sentinelle. Et on a actuellement une grosse montée en charge de ce dispositif. C'est-à-dire qu'actuellement, sur le territoire français, on a plus de 8000 Sentinelles. Et donc, en quoi consiste quel est le rôle de ces sentinelles ? Alors, qui sont-ils déjà ? Donc, ça peut être des salariés de la MSA, ça peut être des élus de la MSA, mais ça peut être aussi des acteurs du monde agricole, des salariés assureurs, la banque, les vétérinaires, tous les gens qui travaillent dans la ruralité, qui sont formés sur la détection de signes précurseurs, voilà, de ça ne va pas, voilà, et qui sont formés aussi à pouvoir orienter et à définir, je dirais, l'urgence d'une prise en charge ou pas, avec par exemple, orienter vers le soin très rapidement ou vers vers AgriÉcoute, qui est une plateforme d'écoute par des psychologues formés, qui travaillent 24/24, qui formés au contexte agricole et qui vont pouvoir écouter et orienter en fonction de l'urgence ou pas. Voilà. Ils sont formés aussi
Alors déjà, détection de la gravité, mais aussi, comment dirais-je, accompagner les gens, être présent, parce qu'un des facteurs de risque les majeurs aussi, c'est l'isolement, la solitude. Les agriculteurs sont des taiseux, ne partagent pas. Et ces sentinelles sont là aussi pour les écouter, pour les accompagner, pour leur dire « tu n'es pas seul, on va trouver des solutions, etc. On va t'orienter vers tel service, tu as des difficultés pour payer tes cotisations, ne t'inquiète pas, la MSA a mis en place des choses. Tu as des problèmes avec des addictions, on a des formations qui sont faites par Agrica, par exemple, pour aller accompagner les gens qui ont des problèmes d'addiction, par exemple, etc. Donc, ils sont là aussi pour accompagner. Le plus bel exemple qu'on peut donner, c'est que dans le sud de la France, un village complètement isolé des montagnes au-dessus de la Côte d'Azur, je ne sais plus exactement, s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu plusieurs personnes qui avaient fait des tentatives de suicide. Eh bien, tout ce village-là est formé sentinelle. Voilà. Donc, voilà. Et donc, voilà, donc 8000 personnes, et donc évidemment ça continue. Alors ces personnes-là ne sont pas seules puisqu'elles sont supervisées, et si elles vont mal elles-mêmes, elles peuvent être accompagnées par des professionnels, hein, des cliniciens, des psychologues, etc. Ils bénéficient aussi de l'aide d'Agri-Écoute pour justement les soutenir, parce que c'est quand même quelque chose de difficile, et ils sont complètement bénévoles. Voilà. Ouais, ce que je trouve très très beau dans ce dispositif, c'est à quel point c'est un bel exemple de coopération entre des institutions, des professionnels, des citoyens, et qu'aujourd'hui, si on veut avoir un impact systémique sur des enjeux aussi cruciaux, la coopération entre ces différents acteurs, elle est clé. Et justement, à la MGEN, on va regarder le sujet d'un autre point de vue qui est l'accompagnement long terme et comment la santé mentale n'est pas juste une prévention à risque très fort à un instant T, mais vraiment un soutien qu'il faut apporter tout au long d'une vie. Comment ça se passe avec la MGEN ? Absolument, merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a vraiment des similitudes entre ce que peut faire la MSA et ce que peut faire MGEN depuis des années en termes d'accompagnement, de formation. Alors, on a un numéro. Je vais vous donner le numéro pour le coup accessible à tous les personnels de l'éducation nationale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si jamais ils ont une question, une problématique, un sentiment de souffrance ou une urgence psychologique, ils se sentent seuls, ils ne savent pas vers qui se tourner, c'est le 0805 500 005. 0805 500 005. Il est encore trop méconnu ce dispositif, ce numéro, donc c'est vraiment important. Donc, si jamais vous avez autour de vous quelqu'un d'éducation nationale, voilà. Je commence par ça avant d'aller vers la vision long terme, mais pour nous, c'est extrêmement important, puisque ce qu'on voit aussi en prévention, par exemple, je ne connaissais pas de dispositif Sentinelle et je suis très engagée aussi dans la ruralité, il y a beaucoup de choses qui existent et qui sont très méconnues. Donc ce qui est aussi très important, c'est de le faire savoir, c'est de le faire connaître. Et ça rejoint un peu le sujet de la communication de tout à l'heure. Parfois, on dit qu'il n'y a rien, alors qu'en fait, il y a plein de choses. On ne sait juste pas où trouver l'info. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de dispositifs, on fait tous beaucoup de choses. Alors nous, par exemple, chez MGEN, on rembourse aussi beaucoup plus les consultations avec des psychologues. On donne accès aussi à des services via Maya, qui est un service de télémédecine, s'il y a un besoin, par exemple, de psychiatrie. On accompagne avec des formations au premier secours en santé mentale. On organise des groupes d'analyse de pratiques professionnelles supervisés par des psychologues sur ces sujets de souffrance au travail. On fait beaucoup de choses. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait qu'on crante un petit peu et qu'on aille vers plus de coordination avec une vision plus long terme et plus mesure d'impact. Et alors donc, je m'explique concrètement ce que ça veut dire. C'est qu'on pourrait, par exemple, plus se coordonner à l'échelle des territoires avec la MSA, avec MGEN, avec les autres mutuelles, ce qu'on commence à faire avec le groupe Vive, puisqu'avec le groupe Vive, on a aussi Harmonie Mutuelle et la Mutuelle Nationale Territoriale, et donc ça commence à se mettre en place. Mais aussi sur la manière de penser la prévention, plutôt que dire on va faire disséminer quelques formations, même si c'est déjà très très bien, mais l'idée c'est de se dire on veut avoir une vision long terme avec une approche parcours, et on va proposer à tous ceux qui en ressentent le besoin une information qui sera personnalisée, des formations qui seront personnalisées avec des certifications de compétences. Donc, je pense par exemple aux compétences psychosociales qui sont un des déterminants majeurs individuels
de la santé mentale. Aujourd'hui, on n'est pas formé aux compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est comprendre ses émotions, gérer son stress, c'est développer son esprit critique. Ça rejoint le sujet médiatique de tout à l'heure, c'est-à-dire quand on reçoit une information, quand on écoute France Info toute la journée, se dire ok, donc là on m'a parlé des meurtres, des harcèlements, du narcotrafic, de la guerre. C'est une réalité, mais à côté, qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est prometteur? Qu'est-ce qui est positif? Et moi, comment je peux prendre soin de moi et contribuer à la vie collective? Donc ça, c'est vraiment un élément clé. Et donc, on est en train de développer des parcours avec cette orientation qui va permettre à nos adhérents qui le souhaitent de s'inscrire sur ces parcours. Et à cet égard, on a un outil qui est remarquable, et je voulais finir là-dessus, qui s'appelle ViveOptime. Donc, pour tous nos adhérents, en inclusion dans tous nos contrats collectifs, cet outil qui s'appelle ViveOptime, c'est une application, mais c'est aussi une équipe de professionnels de santé à distance. Et donc, il y a un parcours qui s'appelle le parcours santé mentale ViveOptime, et donc qui permet à n'importe quel de nos adhérents de télécharger l'application, donc sur Android ou sur iPhone, de passer à un pré-test, donc de répondre à un questionnaire qui va permettre de déterminer comment on se sent. Est-ce qu'on est à un niveau de risque faible ou élevé par rapport au sujet de mal-être ou de bien-être psychologique? Si on est sur un sujet de mal-être élevé, on est appelé directement par un professionnel de santé qui va proposer d'approfondir pour voir ce qui se passe et le cas échéant, si vraiment il y a une problématique majeure, d'orienter directement évidemment vers les urgences, ou sinon si on est sur encore un moment où on peut agir en prévention, alors de proposer un parcours d'accompagnement avec un coaching personnalisé. Et cet outil ViveOptime, il existe depuis 2017. On en évalue l'impact aujourd'hui et on sait que 72% des personnes qui sont accompagnées par ce dispositif, au bout d'un an, ont fait évoluer leur comportement. Donc typiquement sur la santé mentale, eh bien, ça veut dire comprendre la manière dont ces pensées fonctionnent pour être en capacité de les équilibrer, pas juste se laisser envahir par les ruminations négatives. Comprendre quand on a des émotions négatives, le besoin qu'il peut y avoir derrière. Je suis en colère, où mes valeurs sont-elles bousculées? Je suis triste, quel est le deuil que je suis en train de faire, par exemple? Voilà, donc c'est ça les enjeux aujourd'hui, je pense, majeurs, vraiment avec une casquette très préventive, même si évidemment chez MGN, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est des formations à la prévention du stress post-traumatique et également des accompagnements post-traumatiques, puisqu'on voit bien qu'on a des sujets également. Et c'est vrai que là, on a parlé vraiment de dispositifs qui sont à des échelles nationales, qui sont en coopération. Donc là, s'il y a des personnes dans cette salle qui ont ce pouvoir d'action à une échelle territoriale et qui ont la capacité de créer des coopérations, c'est vraiment clé pour pouvoir rendre disponibles des ressources. Il y a un aspect effectivement communication pour les visibiliser, mais il y a aussi un autre élément qui est hyper important, qui est de légitimer l'accès à ces ressources, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas demander de l'aide, qui ont peut-être honte, un sentiment d'échec. C'est encore aujourd'hui très tabou de se dire qu'on a une vulnérabilité. Et donc ça, il y a des choses qu'on peut faire même à une échelle très locale, dans son entreprise, dans son association, dans son équipe. Et peut-être... Jérémy, on avait parlé ensemble de comment on adapte des politiques RH au sein de sa structure pour justement faciliter l'accès à ces soins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, pendant très longtemps, je vois, il y a pas mal de directeurs de la Fondation autour de la table, on leur a dit souvent, et d'autres directeurs, qu'il fallait dire aux salariés de laisser leur vie personnelle à la porte de la structure et de s'engager uniquement. C'était une erreur monumentale. La vie privée, évidemment, s'invite dans la sphère professionnelle, et donc du coup, il faut pouvoir y faire face. Et pour ça, tout d'abord, former les managers. Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure, on est une fondation qui s'occupe des personnes avec des troubles psychiques, donc qui sont spécialistes du handicap psychique, mais quand il s'agit de détecter les signaux faibles des salariés, il faut être assez humble sur ce sujet et du coup accompagner et former les managers. L'intitulé de la formation qu'on a mis en place l'année dernière, c'est « Les cordonniers ne seront pas les moins bien chaussés ». Ça veut dire que vraiment de prendre à bras le corps la situation et d'accompagner les managers dans cette
particularité qui est de déceler pour les salariés et d'accompagner et de mettre le bon curseur sur l'accompagnement de ces spécificités. Vous parliez, Loane, tout à l'heure de politique RH. Pendant très longtemps aussi, ça m'a marqué ce que vous disiez sur le fait que les soignants, pendant la crise Covid, il y a 25% des soignants qui sont partis. On a tous le réflexe, quand on est RH, de se dire il faut contraindre, il va falloir les obliger, il va falloir faire des contrôles médicaux, il va falloir obliger. En fait, je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut travailler sur la confiance et leur permettre d'être au clair sur le pourquoi ils sont venus, sur le sens, sur l'engagement. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a mis en place des jours enfants malades où il n'y a pas besoin de justificatif. Voilà, c'est sur la confiance. Le salarié est absent. Il ne va pas forcément trouver de médecin disponible. On va pouvoir mettre en place un jour pour lui permettre de s'occuper de son enfant. On a majoré le nombre de jours permettant de s'occuper de ses enfants si la personne est isolée. Pareil, sans justification, c'est pas besoin de me prouver que vous êtes parent, mère isolée, je vous crois, et du coup vous avez un jour supplémentaire. On a mis en place des congés endométriose, dysménorrhée. C'est pareil, on est un peu déçu que la loi ne nous ait pas suivi là-dessus, mais sur déclaration, vous pouvez vous absenter. Pareil que les collègues de gauche, une ligne d'écoute 24/24 pour les psychologues, ça c'est hyper important, avec également une ligne auprès d'une assistante sociale qui peut prendre les problèmes perso comme professionnels. C'est important de pouvoir régler les deux. On a mis un dispositif de don de jour pour les personnes qui ont un enfant en situation de handicap. Et dernier dispositif, on permet, vous savez, les conventions collectives prévoient généralement d'avoir des jours pour les enfants malades, mais il n'est rien prévu pour les parents dépendants. Donc on permet de transformer ces jours enfants malades en jours parents malades. Voilà. Donc c'est le dispositif. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pas pour faire la promo de la fondation, c'est surtout de se dire il faut retravailler sur le sens, permettre aux salariés d'être au clair sur le fait de pourquoi ils sont venus s'engager. Et c'est contre-intuitif parce qu'on a tous fait des notes de service pour les amener au travail, pour les contraindre, pour les obliger et de respecter le cadre du travail. Il faut, dans les moments où ça pique un peu, où c'est un peu plus compliqué, au contraire, être plus souple et travailler sur la confiance. C'est hyper compliqué, c'est contre-intuitif pour beaucoup de dirigeants que nous sommes autour de la table, mais ça permet de tisser un lien de confiance et de travailler sur le sens sur du très long terme. Oui, on voit à quel point, que ce soit sur des dispositifs très grande échelle, c'est vraiment rendre disponible, et puis sur des dispositifs qui sont en interne, on peut déjà faire beaucoup de choses parce qu'il peut y avoir un peu ce sentiment de désespoir face à un sujet qui est si vaste, si grand, si complexe à traiter et où on n'est pas forcément hyper à l'aise tous et toutes de le faire. Et finalement, avec à travers des politiques RH, des espaces d'écoute, juste aussi ce qu'on faisait tout à l'heure, enfin la dernière fois, c'était juste oser demander comment ça va sans forcément prendre une posture de psychologue, mais juste oser demander sans vouloir solutionner. Ça reste des petites étapes qu'on peut chacune à notre échelle apporter dans nos quotidiens. Et Thibaut, sur ce sujet de la mort dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi un beau tabou, un gros tabou, un grand tabou dans notre société, comment on peut faire, que ce soit à notre échelle individuelle, mais aussi peut-être en fonction des structures dans lesquelles on travaille, comment on peut faire pour adresser ce thème-là et prendre soin des personnes en contact avec ça? Alors, c'est évidemment très compliqué, parce que c'est un tabou, donc il faut briser ce tabou et en parler. Alors, personnellement, voilà, je vais me dévoiler un peu, mais donc, je suis à la MGEN, mais j'ai fait un burn-out et un trauma vicariant au sein de mon équipe, à force de gérer avec mon équipe plus de 800 patients qui ont décédé en 15 ans. Et donc, avec mon équipe, on a subi ça et on s'est retrouvé finalement un petit peu seul pour trouver des solutions pour continuer à avoir une prise en charge de qualité tout en ayant des soignants au service des patients. Et donc là, récemment, je me suis arrêté 3 mois. J'ai fait une pause dans mon travail, autorisée, je vous rassure, pour partir faire un tour de France, rencontrer les soignants et les Français à pied, avec un petit sac à dos, vous voyez. Et ça a été des rencontres formidables. Je me suis arrêté dans cette ville pour faire 14 conférences et réunions débat, il y en a eu une vingtaine. Et j'ai pu rencontrer à la fois des centaines de soignants de tout métier, de toute spécialité, de ville et d'hôpital, et également des patients traités et des familles qui avaient accompagné leurs proches. Voilà.
Et ça dans tout le territoire et notamment dans nos déserts médicaux également, voilà, sur la côte ouest. Et donc j'ai vraiment maintenant un aperçu clair en fait de ce qui se passe. Tout à l'heure, vous avez parlé d'impact émotionnel, d'intelligence émotionnelle. Clairement, le monde du soignant n'a aucune connaissance de cet impact et de cette intelligence émotionnelle. 100% des médecins que j'ai rencontrés n'avaient eu aucune formation sur l'impact émotionnel ou sur cette intelligence émotionnelle. 80% des paramédicaux que j'ai vus, ça retrouve ce que vous avez dit, on leur a dit de laisser leurs émotions au vestiaire quand ils mettaient leur blouse. Et on voit bien comment la culpabilité va s'instaurer. Vous n'avez pas droit d'avoir des émotions alors que vous avez fait ce métier pour prendre soin. Donc évidemment, quand vous êtes confronté à la souffrance ou la mort, qui est le paroxysme, vous avez forcément des émotions, mais vous ne pouvez pas les gérer. C'est trop dur. Et en plus, vous ne pouvez pas les partager parce que vous n'avez pas le droit d'en avoir, donc double culpabilité. Et donc la première chose, c'est rompre l'isolement et faire que les soignants prennent conscience. Voilà. Et la seule manière de s'en sortir, c'est le collectif. Mais évidemment, il faut un support institutionnel. Et c'est là où nos institutions défaillent et qu'il faut travailler avec le ministère de la Santé. Il y a eu en 2009-2010 un rapport de l'IGAS voilà, sur la mort à l'hôpital. Voilà. Et ben, sachez que 668 000 Français meurent par an, 668 000, autant que de naissances. 60% vont mourir à l'hôpital, donc la mort a été déléguée à l'hôpital. Mais pour autant, ce n'est pas une mission de l'hôpital. Le fait que ça ne soit pas une mission de l'hôpital en général, ou des cliniques, fait qu'en fait, ce n'est jamais évalué. Mais ce n'est jamais évalué pour ceux qui sont en train de mourir, mais également pour les soignants qui le subissent. Donc il n'y a pas d'évaluation des parcours de fin de vie, il n'y a pas d'évaluation de comment est prise en charge la fin de vie et la mort à l'hôpital. Alors vous allez me dire, il y a les soins palliatifs. Oui, il y a les soins palliatifs, mais on sait qu'il n'y en a pas dans tout le territoire. Et sachez que sur tous ces patients qui meurent, seuls 20% iront en soins palliatifs et 80% sont gérés dans des services standards comme le mien, avec des soignants non formés, non préparés. Et donc je crois qu'il y a urgence à faire quelque chose pour changer ça. Alors donc là on avance sur des lois, les lois soins palliatifs, mais il va falloir former des soignants évidemment pour s'en occuper, mais quid des autres ? Donc on a fait tout un travail sur les réanimations et l'oncologie où la prise en charge évidemment de la mort est excellente, mais maintenant on meurt plus avec toutes les avancées de pathologies chroniques et de vieillissement et tous ces soignants ne sont pas formés. Alors message d'espoir évidemment, c'est briser ce tabou, merci de m'avoir invité pour en parler et pour être la voix de ces soignants avec notre collectif Les Survivants. On avance, il faut les former. Tous ceux qui sont sur les bancs des écoles et des universités, mais également tous ceux qui sont en train de s'occuper de vous et de vos proches et qui s'occuperont de vous, parce que il faut des soignants en bonne santé. Donc briser, former et mettre des dispositifs en place qui existent parfois, mais dans tous les hôpitaux que j'ai pu visiter sur ce parcours, sachez qu'en fait, les soignants que je rencontrais ne savaient pas qu'il y avait des psychologues du personnel qui pouvaient consulter. Dans plusieurs hôpitaux, il n'y a pas de médecins du travail, parce qu'en fait, les médecins du travail, ils vont dans l'entreprise parce que c'est mieux rémunéré que dans les hôpitaux. Et donc, qui prend en charge ceux qui vous prennent en charge? Personne, en fait, personne. Voilà. Et donc, quand on a un médecin du travail pour des milliers d'agents sur un hôpital de jour et de nuit, vous imaginez qu'est-ce que c'est que la médecine du travail dans ce contexte-là. Donc, il y a vraiment une alerte importante, mais on peut bouger les choses. Et je pense qu'on va y arriver à partir du moment où on se met tous ensemble et que les soignants prennent les choses en main, mais aussi que les ministères prennent les choses en main pour faire que nos directions soient obligées d'évaluer ça. Voilà. Ce n'est pas très compliqué d'évaluer combien il y a de morts dans un hôpital, où est-ce que les patients meurent et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Merci beaucoup. Et j'ai l'impression que quelque chose qui fait peut-être lien entre tout ce que vous avez partagé, c'est aussi de se souvenir qu'on est des êtres humains et des êtres humaines. J'ai l'impression que parfois on regarde un service comme étant un exécuteur d'une action, mais qu'il n'y a pas un être humain derrière, ou soi-même, quand on est en position de soignant ou soignante, on oublie ce qui fait l'humain, qui est l'émotionnel et toute cette posture-là. Je pense que transformer l'hôpital en entreprise, on comprend bien. Enfin, on est quand même dans un système financier, on sait les finances de l'État, c'est nos impôts. Mais il n'y a pas plus humain qu'un métier de soignant. Et de ne pas comptabiliser ce temps et rendre nécessaire ce temps de partage avec les patients, mais également en équipe pour pouvoir partager ce que l'on vit. Comme vous avez parlé d'isolement du monde agricole, mais quel isolement dans le monde médical maintenant nous vivons? Isolement bien sûr en ville, où les soignants n'ont plus le temps parce qu'il faut faire des actes, etc. Mais aussi à l'hôpital, où les temps de transmission sont totalement réduits à néant et où le temps d'échange avec les soignants est vécu comme une perte de temps.
Ben voilà, donc comment se réparer collectivement, comment partager si on ne redonne pas du temps aux soignants, à ce temps humain qui est capital. On a fait ce métier pour ça, pour l'humain. Et vous voyez dans le paradoxe dans lequel on se retrouve en fait. Je pense qu'on arrive à presque la fin de la table ronde. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait rajouter quelque chose, apporter un message, ou si quelqu'un a une question aussi, on peut prendre une question. Ouais, Mélusine. Je veux bien réagir par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, sur ce sujet de l'humain, il y a d'abord le temps de l'humain au sein de son collectif de travail, pour la passation, mais aussi pour parler de ce qui va, de ce qui ne va pas, des temps collectifs. Aujourd'hui, ça n'existe, enfin, je connais très peu d'organisations qui le font, que ce soit dans la fonction publique de l'éducation nationale ou que ce soit à l'hôpital, puisqu'on travaille beaucoup aussi avec les hôpitaux de plus en plus. Ça fait quelques années maintenant, donc on pourrait faire des choses ensemble sans doute, en partenariat, justement sur tous les sujets qui ne sont pas forcément adressés, où là il y a des besoins spécifiques, on va venir en complément, en relation d'aide. Et je pense que par rapport à tout ce qu'on vient de se dire là, ce qui est vraiment important, c'est prendre soin de ceux qui prennent soin de nous. Donc c'est prendre soin des agriculteurs qui nous donnent à manger, c'est prendre soin de toutes les personnes qui nous éduquent, alors pas seulement éducation nationale, mais aussi petite enfance. On sait à quel point les 1000 premiers jours sont importants, mais on n'a pas abordé aujourd'hui. Prendre soin aussi des personnels administratifs qui ne sont pas en première ligne, mais qui eux aussi parfois sont dans des situations qui ne sont pas faciles, avec des injonctions pas faciles à supporter, de type plus de rentabilité d'un côté et en même temps une amélioration de la qualité du service et plus d'humain. Donc ça, je pense que c'est vraiment par rapport à ce fil rouge quelque chose de vraiment très important. Et pour nous, MGN, c'est vraiment une fierté de contribuer de manière très modeste, mais quand même, à se prendre soin-là, et vraiment un des piliers pour nous très importants de continuer à œuvrer en ce sens. Alors, prendre soin évidemment, voilà, mais pour aller plus loin, donc on détecte, on oriente, on accompagne, mais en tant que médecin du travail, je reste un peu sur ma faim. C'est-à-dire que notre idée, et dans notre plan de santé sécurité au travail en collaboration avec tous les autres services de la MSA, on veut aller et on essaye d'aller déjà sur la prévention primaire et d'aller nous occuper des facteurs générateurs. Voilà. Donc, alors il y en a sur lesquels on peut pas faire grand-chose à notre petit niveau. Rompre l'isolement, essayer de changer le regard de la société vis-à-vis de l'agriculteur, mais aussi accompagner nos travailleurs agricoles, et quand je dis travailleurs, c'est les exploitants, les salariés, les entreprises, à améliorer leurs conditions de travail, à améliorer, à travailler le plus tôt possible, le plus précocement possible, de façon à ce qu'ils préservent leur capital santé, à la fois leur santé physique. Évidemment, on a tendance toujours à penser physique, mais pour nous, on peut avoir mal au dos, mais aussi en avoir plein le dos. Et donc, les facteurs générateurs sont les mêmes. Et donc, nous, en SST agricole, nous nous engageons à accompagner les entreprises, les travailleurs agricoles, sur cette prévention primaire. C'est le fil rouge de notre plan. Enfin, on a déjà travaillé avant dessus, mais alors là, ça emporte pratiquement toutes nos actions. On se centrait sur la situation de travail, donc prendre soin de l'individu, certes, mais nous, on est un petit peu un plus, c'est-à-dire qu'on essaye d'agir le plus en amont possible sur les facteurs générateurs. Alors, je ne dis pas qu'on va réussir, mais au moins on met les moyens pour y arriver. Et entre parenthèses aussi, dans nos actions, donc ces actions de vision globale et systémique des situations de travail qui prennent tout en compte, pas uniquement les gestes et postures, mais aussi tout le contexte environnemental de l'entreprise et le contexte sociétal aussi, pour essayer de trouver des solutions adaptées et pas yaka faucon. On travaille en collaboration étroite
en fonction du contexte, et c'est tout à fait personnalisé, mais aussi accompagner les parcours agricoles, parce qu'il y a aussi des problèmes, et tout ça en guichet unique, et aussi avec nos partenaires tels qu'Agrica ou les chambres d'agriculture, etc., sur l'installation, l'accompagnement des néo-ruraux, sur la transmission et sur l'organisation du travail le plus tôt possible en prévention primaire, de façon à diminuer toutes les contraintes. Voilà. Oui, puis j'ai l'impression que le fait de travailler sur ces conditions de travail vraiment en amont, c'est aussi une manière de permettre à des personnes qui se sont engagées avec le cœur de pouvoir aimer leur métier et pouvoir s'épanouir en bonne santé dans leur métier. J'ai l'impression qu'on oublie souvent que ce sont quand même des métiers de passion, de conviction, de vocation, et que d'ailleurs on a des personnes qui ont envie de se donner et d'offrir quelque chose, et que c'est important de voir comment la réciproque, ou en tout cas les conditions leur permettent de le faire. Donc je pense que c'est un peu ça aussi le message d'espoir. On a parlé beaucoup de risques, de dangers, de santé mentale qui est touchée, mais il y a aussi tout ce que ces métiers peuvent apporter humainement, émotionnellement, individuellement, collectivement. Il y a aussi un impact très beau, très fort, très épanouissant dans ces métiers. Donc je pense qu'il y a aussi se rappeler que c'est pour ça qu'on fait tout ça, pour aller aussi dans valoriser tous ces secteurs-là et aller vers le sens. Et je pense que peut-être pour terminer, peut-être Thibaut, si nous partager sur en rapport avec la discussion qu'on a eue, les deux choses peut-être les plus importantes pour vous sur donner du sens à sa vie. Oui, merci Loane. Je crois que oui, pour briser le tabou aussi de la mort, dans notre mort, la mort est un tabou dans notre société, mais en fait la mort, ça interroge sur le sens de la vie. Et donc savoir que nous sommes mortels doit nous engager à réfléchir au sens qu'on donne à notre vie. Et pour avoir accompagné beaucoup de patients en fin de vie sur leur dernier parcours, leur dernier chemin, je peux vous assurer que beaucoup n'ont jamais réalisé qu'ils avaient vécu. C'est quand même fou, hein. Et que j'ai vu des choses magnifiques, notamment ces dernières semaines, où les gens réalisaient et enfin prenaient le temps de partager avec leur famille et de dire à leurs enfants ou à leur épouse qu'ils les aimaient, en fait. C'est quand même fou, hein. Voilà. Donc surtout, réfléchissez à ça, au sens de votre vie. Et les deux choses les plus importantes que j'ai compris en accompagnant tous ces patients personnellement et avec mon équipe, mais également sur ce chemin de la rencontre des soignants, les deux choses qui sont les plus importantes, c'est le temps. Le temps. Nos vies s'accélèrent, on n'a plus le temps de rien, on est un Google Agenda. Et ce temps, en fait, c'est le temps qu'on consacre aux autres. Voilà. Et ces autres, en fait, c'est ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, c'est l'amour. Et donc, les deux choses les plus importantes dans la vie, c'est le temps et l'amour. Le temps qu'on consacre à l'amour et l'amour qu'on consacre au temps. Et donc, voilà, c'est peut-être le message pour vous. Mais oui, profitez bien de la vie, donnez du sens à votre vie. Voilà, c'est prendre soin des soignants aussi. Donc, aidez-nous à prendre soin de tous ceux qui prennent soin de vous. C'est un sens aussi à donner. Le temps, prenez le temps d'aimer. Voilà, merci. Et je trouve que ça se retrouve dans l'éco-développement, peut-être pour terminer sur... on avait parlé de comment aussi ce temps-là, on peut se le donner entre pairs, ce qui a effectivement accompagné tous ces acteurs, et puis entre pairs, comment on se soutient. Et donc l'éco-développement, c'est un formidable moment qu'on peut partager entre pairs et qui parle de temps et d'amour, finalement, de soutien. Ouais, c'est compliqué de passer après vous, Thibaut, hein, mais oui, pour le co-développement, c'est un dispositif qui permet aux encadrants de pouvoir se regrouper entre eux sans hiérarchie et d'évoquer les situations managériales les plus compliquées. Et de se dire, voilà, c'est donner un temps, c'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir leur permettre et de ralentir et de se poser entre eux sur une situation qui nécessite le regard d'un père avec une technique qui est de reposer les questions, que ce soit une animation qui permette qui soit orientée solution plutôt qu'orientée c'est un peu compliqué ou c'est un peu difficile. C'est entre pairs, on essaie de trouver la solution. Voilà, c'est donner du temps aux personnes à réfléchir à leurs problématiques entre eux et ils définissent eux-mêmes leur plan d'action qu'ils vont mettre en place. Merci beaucoup. Merci pour... Oui. J'ai juste une information à vous rappeler. Oui. Il existe au sein du ministère de la Santé la conférence nationale de santé pour laquelle vous pouvez intervenir et demander à y participer. Voilà. Je vous donnerai les coordonnées plus précises. Et toutes ces informations remontent au ministre. Voilà. C'est important. C'est au sein de la Direction générale de la santé. Merci beaucoup. On note.
Bah, merci à vous, merci pour tous vos partages d'expériences, d'idées, de réflexions. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a peut-être donné envie de prendre soin de vous déjà, parce que parfois on se laisse un peu de côté, mais aussi de réfléchir plus globalement à comment on prend soin des autres, du collectif, et peut-être en mot de conclusion, c'est se rappeler que aller mal, ce n'est pas de sa faute. Il y a vraiment des causes multifactorielles et ça, vous l'avez bien mentionné. Et je pense que c'est important de se le dire, que aller mal n'est pas une honte, ce n'est pas un échec, ce n'est pas de sa faute et que demander de l'aide n'est pas du tout un aveu de faiblesse, mais c'est plutôt une marche vers de la coopération. Et ça, vous l'avez vraiment démontré dans vos partages. Donc merci à vous. Merci.